tout de suite. Parfait, 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 parfait. Mais écoutez, bienvenue à toutes et à tous à Agile Algéria pour cette deuxième édition. Nous sommes fiers et honorés de vous accueillir aujourd'hui. Comme indiqué en introduction, nous sommes un collectif d'Algériens, tous bénévoles, qui vivons en Algérie ou en dehors de l'Algérie. Et nous sommes tous bénévoles et passionnés d'Algérie et d'agilité. Notre mission qu'on s'est fixée tous ensemble est de promouvoir la culture agile en Algérie. Et un grand merci pour votre participation. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Yes. Je souhaiterais remercier nos 3 sponsors de l'édition 2021 pour leur soutien, Agile Enseigne Academy, Amen Partner et Casa Academy, tous les 3 spécialisés dans les formations, notamment certifiantes en agilité, ainsi que nos 2 partenaires, Cisco avec la plateforme Webex et KD Concept, un spécialiste dans la conception et l'hébergement de sites web. Merci particulièrement à Jamel Khelifati et ses équipes pour tout le travail réalisé lors de cette édition. Et enfin, ta présentation. Avant de commencer, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Nous les poserons à Karim en fin de session. Par ailleurs, je vous proposerai également un sondage en fin de session pour pouvoir recueillir votre feedback à chaud sur comment est-ce que vous avez vécu et apprécié cette session. La règle d'or, bien entendu, est le respect et la bienveillance. Merci Farida. Je reprends le relais. Je vais juste me permettre de t'introduire. Donc, moi, je souhaiter la bienvenue à Karim Broury. C'est un entrepreneur infatigable. C'est ainsi qu'il est qualifié. Il est CEO et fondateur du cabinet Brenco, spécialisé dans les stratégies de digitalisation et d'open innovation. C'est l'un des premiers incubateurs privés dans les déserts algériens avec Tech2Hub. Le titre de son REC, c'est un laboratoire d'agilité au service des stratégies de digitalisation. Depuis 2015, Brenco a développé une approche test and learn de workflow pour atteindre une agilité organisationnelle. C'est tout l'objet de ce REX. Et là, la parole est à toi, Karim. Merci Farida, merci Farida. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Direct live de Taman Rasset. Si tu pourrais juste couper ton micro, s'il te plaît, Farida, parce que j'ai un retour. Voilà, merci. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation et ravi d'être avec vous à cette deuxième édition du Agile Algeria. C'est vrai que j'ai été drainé par plus Rachida, qui que j'ai eu l'occasion de connaître cette année, avec qui on a partagé quelques moments de papotage. Et bien évidemment, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Alors, c'est vrai que je vais essayer de revenir sur l'expérience de Brinco dans le monde du numérique et du digital, plus exactement, puisque je fais une grande distinction entre ce qui est numérique et ce qui est digital. Et pour moi, aujourd'hui, et pour commencer directement ce sujet, le digital est un mindset. Et dans le mindset du digital se cachent bien évidemment les réflexes de l'agilité au sens organisationnel, mais aussi au sens de pratique et de tools qu'on utilise. Bien évidemment, aujourd'hui, toutes les entreprises veulent être dans cette logique d'agilité. Alors, il faut faire très attention, on est en train de galvauder le mot, et ça commence à devenir un mot dans la culture populaire ou dans la pop culture. Mais en fait, l'agilité qu'on récupère aujourd'hui dans les entreprises sont beaucoup draftées par les pratiques du Scrum, qui ont été basées sur les pratiques, sur le manufact de l'agilité qui vient du monde de l'open source, etc. et du logiciel in fine. Donc, c'est vrai que sur les dernières années, on a eu beaucoup de changements de paradigme jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à parler de frameworks comme SafeE, vu la taille des entreprises qui font le numérique d'aujourd'hui, les mastodontes comme Google, Microsoft, les Airbnb, les Amazon Co, qui ont fait qu'aujourd'hui, l'agilité est un sujet très sérieux, mais plus que ça, aujourd'hui, vivant la crise de la Covid, on se rend compte que les entreprises solides, résilientes, ont eu du mal à faire face à la crise, à la Covid, vu un manque d'agilité. Et c'est ce qui remet en cause, en fait, et remis sur la table aujourd'hui,
comment faire de l'agilité, comment instaurer l'agilité dans les stratégies des entreprises. Et pire que ça, aujourd'hui, dans un monde du digital, un monde où le digital est maître, ou même si votre produit ou votre service n'est pas forcément un produit ou un service digital, mais doit utiliser le levier du digital comme un moyen du growth hack ou du positionnement à l'international, ou même dans des grands pays comme l'Algérie où on a une fracture géographique, l'agilité devient aujourd'hui très importante et s'intègre au niveau stratégique. Alors juste une parenthèse, quand on parle de stratégie et d'organisation, c'est un grand débat qui existe où on a un grand chercheur, enfin un grand monsieur du management, Chandler, Alfred Chandler, dont on a parlé, il en a parlé dans son livre qui a été édité en 1962, où en fait la problématique entre organisation et stratégie, enfin architecture organisationnelle et stratégie, se pose. Et donc du coup, en fait, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est la stratégie qui fixe l'organisation, donc la structure organisationnelle, donc comment est organisée l'entreprise et comment elle fonctionne, son workflow, ou est-ce que c'est le workflow et la structure organisationnelle qui va porter une stratégie dans le temps? Alors aujourd'hui, vu pour faire court à cette question, à mon avis, et ça reste mon avis, On a un petit souci et du coup, on a perdu Karim. stratégie d'organisation ou de structure organisationnelle. Et à partir de là, il faut avoir donc des outils qui nous permettent de changer de stratégie. Et nous, on intervient en fait à ce niveau dans les entreprises qu'on accompagne. Donc, c'est pas des centaines, c'est pas des mille. C'est là où on intervient et où on donne cette expertise que nous avons acquis chez Brinco sur les 8 dernières années, mais dans mon expérience et l'expérience de mon cofondateur remonte aux, je dirais, 15-20 dernières années. Alors, personnellement, moi, je suis un ingénieur, un polytechnicien. J'ai fait génie mécanique. J'ai aussi eu la chance de faire art et métier à Paris. Donc, je suis un Gazar. Je fais une autre école d'ingénieur pour ceux qui ne connaissent pas à Paris, où je me suis spécialisé dans l'aéronautique et l'aérodynamique. Et à Paris, j'ai commencé à bosser dans le conseil. Et en même temps, en travaillant, je faisais des cours du soir au CNAM et à Dauphine, où à cette époque, c'était très mode d'être un project manager. C'était un job à la mode. Je suis project manager. Et je me rappelle, j'avais été faire donc une formation. Je voulais me former, c'est quoi project manager. Et au CNAM, donc au Conservatoire d'Art et Métiers, pas l'école, hein, le conservatoire, il y avait des cours du soir de project management et de project manager. Mais le cours que j'avais trouvé, c'était en 2005. C'était Project Manager SI, système d'information. Le hasard de la vie a fait que je me suis initié en 2005 au project management dans le monde des SI et aux anciennes méthodologies où on commençait à parler de l'agilité au lieu de parler des cycles en V ou en W, on commençait à parler d'agilité et avec les manifestes de l'agilité qui commençaient à devenir tendance même en Europe puisque le courant américain commençait à arriver. Euh, En 2007-2008, je suis rentré au pays et j'ai rejoint une petite entreprise dans le monde de l'EPC Contracting, donc l'Engineering Procurement and Construction Contracting Company, où on était une cinquantaine et au bout de 3-4 ans, nous sommes passés à 3000 et où nous gérions de grands projets très, très, très complexes auxquels on faisait face avec un nombre d'employés qui était autour de 3000, un chiffre d'affaires qui était sur des dizaines de millions de dollars. Sur 5-6 années, l'entreprise est devenue un groupe. J'ai été un des cofondateurs de certaines filiales et aussi dans le conseil d'administration et actionnaire de la société. Ça a duré comme ça, je disais 6-7 ans. Et après, j'ai quitté l'entreprise, j'ai quitté le board, j'ai tout abandonné. From scratch, je reprends. Et j'ai rejoint une société de trading multinationale où j'ai été trader pendant 3 ans sur le trading des matières premières et de l'oil and gas et aussi des équipements dans l'oil and gas et avec un grand côté logistique international sur des plateformes
surtout presque tous les continents, si ce n'est tous les continents, et presque tous les pays du monde, où on avait une grande plateforme logistique à Jebel Ali, au Middle East, et où on dealait tout ça. Bref, donc en 2014, je quitte encore une fois cette aventure de trading et je décide de me relancer avant tout dans les études, donc dans un DBA, un doctorat exécutif en management, où j'ai beaucoup travaillé donc, sur l'entrepreneuriat et le mindset entrepreneurial et aussi dans l'informel, dans l'économie de l'informel. Et j'ai décidé de monter en 2013-2014, plus exactement 2014, la société Branco, notre de conseil et d'ingénierie. Donc, c'est une société à la base qui devait regrouper ma carte de visite et me permettre de se lancer tout seul comme un grand cette fois-ci, sans cofondateur. Et le cofondateur que j'ai a rejoint l'entreprise vers 2016-2015. Donc, c'est 2 ans ou 1 an et demi après la création d'entreprise. Donc, j'ai fait un grand passage, c'est de 2014 de l'EPC Contracting à 2021 l'engineering et construction. Donc, je construisais un portfolio de connaissances avant d'être un portfolio business et je me suis lancé en disant, au final, je vais donner aux entreprises avec qui je vais travailler mes compétences d'ingénieur technique, mais aussi mes compétences de gestion, de management, que je suis en train de, en plus, consolider avec un doctorat. Je parlais de ça en 2014. Donc, entre 2014 et 2021, aujourd'hui, je vous donne ce qu'on est devenu et je vais faire le film en revenant en arrière pour partager avec vous comment Brinco est devenu ce laboratoire et qu'est-ce qui nous a permis aujourd'hui d'offrir à des entreprises que nous accompagnons en vous donnant les pointes les clés, en fait, je vais vous donner les clés de ce qui est l'agilité pour nous aujourd'hui, et ce que nous conseillons les entreprises avec qui nous travaillons et ce que nous offrons. Aujourd'hui, on est une trentaine à peu près, moyenne d'âge de 29 ans, ça va dans tous les domaines, mais avec un fort ADN technologique. On est installé dans plusieurs villes algériennes, d'Alger à Béchar, en passant aujourd'hui à Tamanrasset où je suis, Sidi Bou Abbas, Sétif, et bien évidemment le headquarter qui est à Alger. Notre métier tourne autour de 3 grands pôles, la technologie autour de l'IoT, le 3D printing, la réalité virtuelle et augmentée, et après le côté mindset, où on utilise le design thinking, le design stratégie, la stratégie de comment dire, la stratégie de digitalisation, donc on design des stratégies dans les entreprises qui sont dans un changement aujourd'hui vers du numérique en utilisant donc, des moyens digitaux, mais aussi dans la connaissance des marchés, le customer care, les customer experience et le CX, le customer experience. Autour de nous aujourd'hui, 2 grands produits avec d'autres produits qui sont en train de voir le jour et une spin-off. On a un produit qui s'appelle Right Now et un autre produit qui s'appelle H7VR. Right Now qui est une application de data collection industrielle. H7 qui est une solution de learning en réalité virtuelle et d'évaluation en réalité virtuelle. Et CityLocker qui est une spin-off de points intelligents sur de l'IoT, de points relais intelligents IoT. Des clients qui vendent des telcos en passant par la fintech, en passant par des banques, des assureurs, de l'oil and gas, un national, international, dans les médias, dans tous les sens. On a eu des clients dans tous les sens, dans le water. Et avec ces clients, nous avons en fait offert toutes ces compétences et les avons accompagnés à faire ou d'intégration de technologies avec du conseil derrière, ou du conseil en proposant des technologies que nous avons développées ou avec qui nous avons développé des partenariats, donc des éditeurs de logiciels ou des éditeurs de solutions technologiques. Parmi les succès qu'on a eu sur 2020 et dans ce monde, comment on fonctionne, Right Now nous a permis de gagner un prix à l'international africain. On est le seul pays d'Afrique du Nord à avoir eu ce prix qui a été organisé par la Banque africaine, où on a fait une levée de fonds sur 2020 dans le cadre de la lutte contre la Covid. En 2020, on a aussi donc établi notre j'allais dire Fab Lab, pas le Fab Lab, mais qui est quelque part notre Fab Lab, notre
incubateur qui a été labellisé en 2021, où on est un monde très actif dans l'écosystème startup algérien et indirectement du numérique, hein, forcément, du digital, où on est très proche du ministère de l'économie de la connaissance et des startups dans la rédaction des textes de loi et des réflexions à apporter. Et bien évidemment, sur 2021, c'est installé avec un projet à Tamanrasset. On a autour de nous, donc, par l'incubateur, des startups dans des domaines différents. Parmi eux, des startups comme Aquaed qui est labellisé aussi et qui travaille dans le food, c'est de la food tech, mais aussi avec elle, on a eu, grâce à des actions qu'on a fait sur 2020, 2019 et 21, on a eu un prix de l'ONU, un prix de la FAO autour des efforts que nous faisons sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et aussi le développement de technologies ou de solutions pour la diététique, mais la lutte contre la famine sur le continent et dans la planète. L'incubateur est issu d'une politique très forte RSE qu'on a depuis le très premier, des premières heures de la création de l'entreprise, mais qui était basée sur de la tech. Et c'est là où vous allez commencer à comprendre où je veux en venir. Par exemple, on s'est équipé en 2014-15 d'imprimantes 3D et de casques de réalité virtuelle H7VR, qui, je me rappelle, quand on avait commandé les casques HTC Vive, il fallait attendre presque 6 mois parce que la commande publique américaine et de l'armée américaine avait bloqué toutes les commandes et il fallait attendre 6 mois pour avoir un casque. Et nous, on avait acheté ces imprimantes 3D et ces casques en disant, bon, on va s'équiper et on verra où ça va nous mener. Mais le plus important, c'est qu'on ait les équipements qui vont nous permettre de prototyper et on aura les sujets derrière. Bien évidemment, on a toujours une vision qui est cachée derrière nous, les patrons, en disant oui, pourquoi pas, on pourrait faire ça. Mais bon, ça, c'est dans l'incertain, on verra. Aujourd'hui, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'incertain, on ne le maîtrise pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on s'est équipé, on a investi dedans. Maintenant, il faut qu'on monte en compétences. Pour monter en compétences, qu'est-ce qu'on sait dire? Il nous faut un sujet. On n'arrive pas à avoir un sujet business, pas grave, mais il faut un sujet où on va développer les skills technologiques et les compétences logistiques qu'il nous faut pour attaquer des sujets qui utilisent la réalité virtuelle ou de l'impression 3D. Et c'est là où on a été vers un projet RSE. On a fabriqué ce que vous voyez à l'écran avec un peu d'innovation sur quelques éléments, hein, pas tout. On a fabriqué un bras en impression 3D pour des personnes qui ont perdu un membre et on a commencé par un projet qu'on avait fait à Alger Centre pour un fleuriste dans le quartier. Je suis un enfant d'Alger Centre, un enfant de Didouche Malade, où on avait refabriqué ce bras pour lui permettre de travailler au niveau de son shop. Et du coup, ça nous a permis de monter en compétence, de fabriquer après des bras pour des enfants, comme vous voyez à l'écran. Mais le plus important pour nous, c'était cool parce qu'on faisait du bien. Ça a galvaudé, ça a, comment dire, créé de l'engagement dans l'entreprise. Ça galvanisait tous les efforts qu'on faisait, mais surtout, ça nous permettait de monter en compétence. De fil en aiguille, en remontant en arrière, on s'est rendu compte qu'il fallait régler un autre problème qui était la compétence et qu'il fallait qu'on détecte des talents le plus vite possible à tous les niveaux et dans tout le pays. Et à partir de là, on s'est dit comment le faire, comment le faire. Ben, on est revenu en arrière en disant ben, participant à la formation tout azimut et on verra où ça va nous mener, mais forcément nous allons développer, nous allons détecter des talents. Nous avons créé un partenariat avec une ONG internationale IFI. Avec eux, on a un programme qui est financé par les UK, où on est entre Béchat, Tamanrasset et plein de villes dans le sud, où on a formé des formateurs. Ces formateurs forment derrière des jeunes que nous sourçons aux techniques de recherche d'emploi, aux soft skills, aux compétences techniques, mais aussi à l'entrepreneuriat. Nous avons participé après, derrière ça, à beaucoup d'autres actions qui nous ont permis de former ou de participer à la formation depuis mars 2017 à novembre 2021, bénévolement et à zéro fees pour ces jeunes. 2100 jeunes ont été formés, femmes et hommes, et une majorité de femmes, dans plusieurs wilayas du pays, ce qui fait à peu près, nous participons à former une quarantaine de jeunes chaque mois. De ces jeunes, nous avons détecté beaucoup de talents qui ont intégré Branco, qui ont intégré des projets de Branco ou qui sont venus avec des projets et qui ont permis derrière de créer des spin-offs ou d'accompagner des startups. Bien évidemment, derrière tout ça, il a fallu qu'on développe des partenariats. Donc, comme je viens de parler d'un partenariat qui s'appelle IFI,
un des majeurs partenariats qu'on a développé en 2015 et qui nous a permis de faire un grand pivot dans le monde du digital, c'est Dimelo, qui est une startup, qui était une startup française, qui est très connue par un produit en France qui s'appelle Hello Bank, qui permet de digitaliser les relations clients. Et avec eux, on a grandi dans le digital à partir de 2015 en développement des business models, mais aussi de la technologie avec du low-code et de la low-tech, et où on a intégré le marché algérien, mais aussi le marché, d'autres marchés internationaux. Et avec Dimelo, qui a été racheté il y a 2 ans par Ring Central des Américains, vraiment, on est passé à une échelle supérieure dans la compréhension des changements majeurs qui étaient en train de s'opérer dans les organisations en termes organisationnels et stratégie digitalisation. Mais on a créé après d'autres partenariats nationaux et internationaux qui nous permettent surtout et avant tout d'avoir un grand terrain de jeu pour tester des idées, des POC, des MVP, et je reviendrai sur ces problématiques. Autour de l'incubateur, on a créé 3 grands challenges, BTech, i3C. Le seul challenge qui a été fait sur 2021 autour de la COP26 et SafeFood, qui est un challenge qui est issu d'un partenariat que nous avions lancé en 2018 et qui avait débouché sur 2019 sur un contrat que nous avions réalisé avec l'Agence nationale des déchets, où nous avions fait une étude nationale sur le gaspillage alimentaire et où nous avons proposé notre technologie RightNow qui avait permis de digitaliser en fait les relations citoyens-agences gouvernementales dans la détection et la gestion des déchets dans les villes algériennes. Des programmes qui nous permettent encore une fois de détecter des talents. Ce n'est pas ça le plus important, mais le plus important est là. En fait, l'aventure Brinco a commencé en fait réellement autour d'un sofa. Donc, quand j'ai commencé Brinco, j'étais à la maison avec un laptop, un sofa et mon chat. C'est le chat que vous retrouvez qui est toujours vivant, qui s'appelle Camembert et qui est sur le logo de Brinco. Et en 2014-13, donc c'était comme ça. 2015, je prends un bureau, c'était un garage. Ce que vous voyez à l'écran, qui était très modeste, mais à l'intérieur, on l'avait aménagé, qui était cosy. Et en 2015, dans ce garage, nous avions opéré donc le premier pivot de Brenco, où moi qui venais du monde de la construction, d'un monde très complexe, j'ai commencé à travailler dans le digital en me rapprochant d'un copain, un ancien copain de promo, qui avait fait déjà, qui était plus de 10 ans ou presque 15 ans, une dizaine d'années dans la SS2I à l'international, et où on brainstormait dans ce garage des idées et comment développer. Donc on avait beaucoup d'expérience à nous deux. Le time to market était idéal, mais on avait peu de moyens. Et la question qui se posait, c'était de dire, OK, maintenant, nous qui avons beaucoup d'expérience, une carte de visite, un time to market, mais peu de moyens, comment on peut activer cette machine et aller de l'avant et faire du business? Et à partir de là, 6 points ont été obligatoires, enfin, 6 principes, 6 rules ont été nécessaires d'être suivis et appliqués dans notre stratégie. Et c'est ce qui nous a permis de faire tout ce que je vous ai raconté depuis le début. Vous avez vu, c'est plein de choses sur les 8 dernières années. On fait beaucoup de choses. Beaucoup de gens n'arrivent même plus à comprendre ce qu'on fait. Nous, on sait ce qu'on fait. Parce qu'en fait, c'est basé sur ces 6 grands principes. Le premier principe, c'est accepter l'incertitude du marché. Première façon d'être, c'est que vous devez accepter l'incertitude du marché. Ne luttez pas contre l'incertain, acceptez-le. Là, je ne parle pas du risque. Le risque, c'est quelque chose de facilement contournable ou maîtrisable. Je parle de l'incertitude. Et en Algérie, on a une grande problématique, c'est l'incertain. Par exemple, un exemple très très simple, on pourra en parler pendant des heures, c'est le changement des gouvernements très rapide, mais aussi le changement des textes de loi entre une nuit et un jour. Donc, c'est des choses qui font de l'incertitude et qui font peur à l'international. Mais nous, en tant qu'Algériens déjà, nous pouvons accepter cette incertitude et l'intégrer dans l'ADN même de nos stratégies. 2, il faut innover en réduisant la dette technologique. J'entendais Jawad parler tout à l'heure de transfert technologique, mais aussi de compétences autour de ça. En fait, l'idée, c'est d'utiliser de la technologie, mais en étant dans une dette technologique basse. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers de la low-tech, du low-code, utiliser des API, consommer des solutions existantes, mais en faisant bien évidemment attention à la dépendance, mais en étant dans une dette technologique très basse. Troisième point, qui a été très important pour nous et il a fallu lutter pour le faire passer dans notre mindset, c'est faire confiance aux compétences locales et jeunes. Ce qui est sous-entend entre les lignes, accepter l'erreur, c'est le droit à l'erreur. Quatrième point, faire du MVP ou ce qu'on appelle chez nous le
MLP, le minimum, le MVP, c'est le minimum viable product, mais le MLP, c'est le minimum lovable product. Faire du minimum lovable product ou du minimum viable product a pillar of your business development. C'est-à-dire que votre pilier du business development de votre entreprise va être basé sur du MVP. C'est-à-dire aujourd'hui, l'idée, c'est de prototyper le plus vite possible et après, on réfléchira. Cinquième pilier ou cinquième rules, c'était le lean cost. En fait, l'idée, c'est de réduire les dépenses au maximum. Par exemple, chez Branco, nous faisons une lutte extraordinaire dans les dépenses autour de l'allocation des espaces, autour du mobilier, autour des consommables. Nous luttons un maximum contre ça pour nous permettre en fait de faire des réallocations de dépenses en permanence dans du prototypage du MLP ou du MVP qui devient en fait un levier du business développement. 6, fidéliser les clients afin de réduire le churn. Dans une phase de démarrage, que je rappelle en 2015, l'objectif c'était de ne pas s'éparpiller puisque nous avions des ressources limitées et de faire en sorte que les clients que nous avions, il fallait les garder. Je rappelle que nous sommes dans le B2B, pas dans le B2C. Donc, dans cette stratégie, bien évidemment, on s'adresse dans le B2B. À partir de là, forcément, on a commencé à tester tous ces 6 principes sur nous-mêmes en réglant des problématiques auxquelles nous faisons face, en utilisant des technologies, en intégrant des technologies, en cherchant des technologies. Chaque année, on était à Vivatech, mon cofondateur ou nos amis qui nous aident étaient au CES de Las Vegas en train de détecter des technologies, des nouvelles startups, de se rapprocher de très grands groupes, de tisser des liens, de tisser des partenariats pour essayer en permanence avoir une longueur d'avance. Et l'idée, en fait, dans cette logique de stratégie qu'on a prototypée, en interne chez Branco et qu'aujourd'hui on a in fine remâché en formation, en coaching, en accompagnement et en conseil, c'est l'image au final qu'on essaie de donner à nos clients et qu'on essaie de les accompagner, de transférer ce knowledge. C'est disons en fait ce que disait Mohamed Ali, c'est float like a butterfly and pinging like a bee. C'est-à-dire flotter comme un butterfly, comme un papillon, mais piquer comme une abeille ou comme une guêpe. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'organisation doit être capable d'être aussi belle, aussi fragile, aussi portée par le courant qu'un papillon, mais aussi avoir la capacité de, dès que l'occasion se présente et qu'il faut se défendre et se positionner, piquer comme une abeille. Et c'est à partir de là que tout ce que nous avons appris, nous, chez Branco, par nos propres expériences et en vivant avec nos clients sur les 8 dernières années, cette image, en fait, résume très bien ce que nous essayons d'apporter à nos clients. Et au final, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 3 types d'agilité. Et c'est comme ça que nous accompagnons nos clients sur leur stratégie de digitalisation, mais aussi d'autres stratégies, hein, pas que de digitalisation, la stratégie au sens large, mais au sens où, dans la stratégie, nous intégrons directement dans l'ADN l'agilité. En fait, il y a 3 types d'agilité. Il y a ce qu'on a appelé une agilité opérationnelle, une agilité de portfolio et une agilité stratégique. L'agilité opérationnelle, pour faire simple, c'est être efficace, être efficient. Un exemple très simple, aujourd'hui j'ai pris l'avion en Algérie. Alors je vais donner un contre-exemple. Là. On était en train d'atterrir à Tamanrasset, enfin on a atterri à Tamanrasset. Alors c'est un tarmac aérodrome, hein, tout, on descend, c'est à pied, etc. Donc tout est proche. Mais en fait, d'habitude, il n'y a qu'un seul... il n'y a qu'une partie où on met les escaliers, on descend. En fait, ils ont ramené les 2 escaliers pendant que nous, on est en train de descendre. Il y avait déjà les valises qui étaient à la reconnaissance pour ceux qui allaient monter. Et pendant qu'on descendait, ils étaient en train de déjà envoyer nos valises vers la récupération des valises. Donc, ils ont été très efficaces, bizarrement. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas, voilà, on va être honnête, Algérie n'est pas connue pour ça. Mais du coup, ils étaient en train d'optimiser un temps extraordinaire parce qu'au final, pour une compagnie aérienne, l'argent est quand l'avion est dans le ciel, non pas quand il est à terre. Et donc, du coup, cette agilité opérationnelle a pour objectif d'être efficace, de trouver exactement où il y a de la value. Alors, je ne vais pas parler du lean au sens value, hein, mais je vous invite il y a des talks où on pourra en parler un autre jour, où vous pourrez chercher en tapant Karim Broury sur le web, vous trouverez où j'en parle, où il y a cette value lean
qu'il faut chercher et c'est de la value qui vous ramène, qui a de la valeur pour le client, mais qui vous rapporte l'expérimentation. Donc, du coup, c'est cette value. Donc, l'agilité opérationnelle, c'est où il y a de la valeur, vous allez accentuer cette valeur. L'agilité de portfolio, c'est de porter la marque et pousser, donc accompagner nos clients à porter la remarque très haut pour que ça soit en fait un conglomérat autour du marque. Quand on parle aujourd'hui, vous avez la marque Google, hein, mais c'est Alphabet, et autour d'Alphabet, vous avez Google qui a YouTube, qui a Google Maps, etc. Donc vraiment, c'est ce conglomérat. Je te vois, Farida, j'ai compris. L'agilité stratégique, le troisième pilar ou le troisième point qu'on a détecté au fur des années, c'est cette agilité stratégique, c'est ce qu'on appelle en fait un absorbeur d'agilité, un agile absorber. C'est un peu, je reviens à cette idée de Mohamed Ali, c'est d'être capable d'absorber des chocs. Et c'est ça en fait l'idée quand on design une stratégie et même une stratégie de digitalisation, c'est d'accompagner nos clients pour leur permettre d'absorber des chocs et de se positionner le plus vite possible dans ce monde en apportant en fait un pivot le plus vite dans le temps. Et au final, les 6 derniers points qui résument tout ça, c'est comment on les conseille. Et ce que je vous conseillerais, c'est notre retour d'expérience sur les 8 dernières années quand on parle d'agilité, de digital et de stratégie. C'est aujourd'hui, il faut vous organiser en tant qu'entité en Smart Simplicity. Il faut penser en Open Innovation, être une entreprise agile, digitale et libérée. Donc, je vous laisserai revenir sur tous ces concepts qui sont assez documentés. Installer une intention et se tenir prêt à rencontrer l'inattendu. Donc, ne pas avoir peur d'installer une intention et de s'y tenir. Faire face à l'adversité et oser. Donc, n'ayez pas peur d'oser et de faire face à l'adversité. Et se donner le droit d'être porté par un rêve. Donc, il faut arrêter de croire qu'il ne faut pas avoir un rêve. Donc, il faut se donner le droit d'être porté par un rêve. Et je terminerai par, vous connaissez tous Arthur Lovell, qui était le commandant de la mission Apollo 13 et qui a défini 3 types de personnes. Il y a les personnes qui font les choses, il y a les personnes qui voient les choses faire et il y a les personnes qui s'étonnent de ce que les autres ont fait. Et aujourd'hui, si vous voulez être dans la stratégie de l'agilité, vous devez être en fait un peu de ces 3 personnes en permanence. Voilà, Farida, j'ai un peu glissé. Je te rends la parole. J'ai mis mon minouche à l'écran. Comme d'habitude, j'ai toujours un minouche à l'écran. Et on peut revenir. J'ai vu, il y a eu 1 ou 2 questions, je les ai vues apparaître. Mais s'il y a d'autres choses, je suis à ta disposition. Parfait. Effectivement, je vais arrêter le partage. Voilà. Très bien. Alors. Arrêtez complètement le partage, comme ça on te verra en grand occuper l'espace. Merci beaucoup. Voilà. Une vraie boule d'énergie. Alors, je comprends mieux le caractère infatigable et la manière dont tu étais qualifié à t'entendre et à te voir à cette conférence. Karim, je veux bien que tu arrêtes le partage pour qu'on puisse mieux te voir, si c'est possible. Donc, je vais te poser cette première question qui a été posée par Nedjib. Alors, juste, j'ai coupé. Oui. Tu peux arrêter le partage. Sinon, je te pose la première question de Nedjib. C'est quel est le business model de Brenco? J'ai coupé ma caméra juste pour modérer un peu ma connexion. Voilà. D'accord. Très bien, je comprends. Donc, quel est le business model de Brenco? Question de Nedjib. Ok. Donc, alors, j'espère que vous m'entendez. Le business model de Brenco, il est, je dirais, on a 3 grandes business units aujourd'hui. On a la première business unit de Brenco qui est le conseil et qui est fondamentalement basé sur 2 grands axes aujourd'hui. Sur la connaissance des marchés. Alors, on est sur le B2B. Donc, dans la connaissance des marchés et l'accompagnement des entreprises dans la maîtrise des customer experience. Le deuxième volet du conseil, c'est dans la mise en place de stratégies de growth et de stratégies de digitalisation. Nous, on travaille sur la stratégie de digitalisation, mais beaucoup plus sur les stratégies de growth. Et quand on parle de stratégie de growth, par exemple, aujourd'hui, on a monté des formations actions avec du coaching, enfin, c'est très lourd, mais où aujourd'hui, on a développé des formations sur du product owner, du business owner. Et en fait, on est en train d'accompagner les entreprises pour viser le framework SAFe. Voilà. Le deuxième volet, c'est le volet engineering.
Le volet engineering, en fait, c'est là où nous mettons à disposition de nos clients nos compétences engineering, où en fait aujourd'hui on a développé une suite de solutions technologiques et où on a la compétence aujourd'hui d'intégrer des solutions de partenaires ou de designer des solutions pour nos partenaires. Le troisième pôle qui a été externalisé en fine dans l'incubateur que nous avons créé, qui était notre pôle R&I, Research and Innovation. Et c'était là-bas où, en fait, quand nous avions une idée, nous la prototypions dans ce pôle R&I et nous allons le tester chez nos clients partenaires où on a des partenariats non lucratifs dans le cadre de la R&I, où on a le terrain de jeu, où on voit ce que ça fonctionne. Et à partir de là, on essaie de faire la première vente, faire une proof of concept. Et à partir de là, on décide est-ce qu'on investit dans une startup, est-ce qu'on crée une spin-off ou est-ce que ça devient un produit propre à Brenco. Voilà grosso modo le business model très, 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 très rapide de comment fonctionne Brenco. Et je dirais qu'aujourd'hui, 80% de notre turnover est dans le conseil. Les 20% sont à 80% dans l'engineering et 20% dans le côté startup. Et on a à peu près annuellement entre 40 et 60, ça dépend de l'année, entre 40 et 60% de chiffre d'affaires à l'international. Voilà grosso modo à quoi ressemble Brenco et comment ça fonctionne Brenco. Alors bien évidemment en termes d'agilité, les technologies que nous avons développées et que nous proposons aujourd'hui comme des solutions à nos clients, nous les avons développées d'abord pour nous-mêmes, et c'est ça ce qu'on parlait de ce laboratoire d'agilité, pour réduire nos costs, pour nous permettre de nous détacher de solutions de start-up internationales que nous utilisions, pour nous permettre d'être plus nombreux en notre peu, parce qu'en fait je veux plus être une société, je veux rester une société à taille humaine. Et donc, à partir de là, on teste sur nous-mêmes ces technos, on les vend après à d'autres clients puisqu'on se rend compte qu'ils ont les mêmes problèmes. Et on les vend aussi à nos concurrents puisqu'ils se mettent à consommer des solutions qui sont consommables par nos concurrents. Et du coup, on est dans une stratégie d'Ocean Blue. Voilà. Si tu permets, Karim, moi j'ai une question qui a été posée par Abdelkarim Serraj. Mais avant de passer à la question, d'abord, je tenais à te remercier pour ce retour d'expérience. Et je confirme, tu es vraiment une boule d'énergie, tu es en plein dans l'action. Mais j'imagine certainement, comme il l'a dit notre ami, il y a certainement des erreurs que vous avez commises pendant ce parcours. Et quelles leçons vous pouvez nous apporter? Alors, merci pour la question et merci pour les encouragements, ça fait toujours chaud au cœur. Alors, indirectement, ce que j'ai compris par mon expérience, c'est ce qu'on essaie de transmettre en fait à nos clients, c'est d'abord ce mindset entrepreneur. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais dans les multinationales, et même quand j'ai commencé Brenco, un de nos tout premiers clients, et qui a fait que Brenco existe et qu'elle arrive à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une alliance qu'on avait créée entre un très, très grand groupe et une toute petite structure, qui était le groupe Eiffel, hein, le fameux groupe Eiffage de Gustave Eiffel. Et donc, on a travaillé pendant 3 ans pour Gustave Eiffel. Hein. Et avec eux, je me rappelle, quand je parlais avec les cadres de Eiffage, ils disaient ouais, notre patron, qui est mort, hein, c'est le fameux PDG d'Eiffage qui est mort, et ils disaient notre patron, c'est un entrepreneur. Et cette expression m'avait marqué. Parce que lui, il n'était pas entrepreneur, hein, c'était un CEO, PDG du groupe, nommé par le conseil d'administration, nanana, etc. Donc, il est salarié avec des stock options, mais il n'était pas, c'était pas le fondateur ou le cofondateur, ou voilà. Donc, je me disais, mais pourquoi il le voit comme ça? Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai. C'est ce mindset entrepreneur qui fait en sorte qu'on peut aller loin, qu'on peut dépasser beaucoup En fait, on peut vivre dans l'incertain. Et les erreurs que j'ai vécues, en fait, c'est des erreurs que je vis depuis l'âge de 15 ans. Parce qu'en fait, mon parcours entrepreneurial a commencé à l'âge de 15 ans. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'études. J'ai eu la chance. Moi, je suis un enfant de fonctionnaire. Hein. J'ai eu de la chance de ne pas avoir de frères et sœurs, ou de quartier populaire. Normalement, Hayati Meshik et Mahaka.
Mais le bon Dieu a fait que il y a eu tout ça. Deuxième point, normalement, moi, je ne comprends pas qui fait chemin Normalement, j'aurais dû mourir dans les années 90. Donc, c'est un amalgame de beaucoup de chances qui font en sorte qu'on est atteint d'une sorte de clairvoyance business qui fait en sorte qu'on prend des risques où normalement on devrait avoir peur de prendre ces risques. Parmi les erreurs c'est pas des erreurs. En fait, toutes les erreurs que j'ai faites avec le temps, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'a servi. Mais une erreur qu'il ne faudrait pas faire, il m'a fallu un peu de temps pour la corriger, c'était il vous faut, quand on est dans cette logique entrepreneuriale, il vous faut des garde-fous. Il faut des garde-fous. Et ces garde-fous peuvent être dans des personnes, dans des moments, dans des moments, quand je dis des moments comme les daily scrum, ou je sais pas, hein, des moments dans l'agilité, dans des moments qui deviennent des garde-fous pour cette fougue entrepreneuriale. Donc il faut garder tout ça. Hein. Et pour revenir à la troisième, alors il y avait une autre question pour pas que je me perde, Farida. Oui, il y avait une question justement. Je t'invite effectivement pour recadrer. C'est selon votre propre expérience, Karim, comment gérer la résistance au changement au sein des entreprises? Et l'agilité est-elle la seule solution pour les entreprises pour se lancer dans l'innovation? Alors, je vais commencer par le dernier mot. Moi, je suis quelqu'un, excusez l'expression, peut-être ça va vous choquer, qui dit fuck innovation. All right? Fuck innovation. Fuck innovation. L'innovation est une stratégie de différenciation. Donc, quand vous allez choisir votre stratégie d'innovation, si l'innovation est votre choix, faites très attention. L'innovation est très coûteuse. Maintenant, dans d'autres stratégies, vous pourrez choisir une stratégie frugale ou qui est plus, qui nous parle plus aujourd'hui, nous les Africains, comme dans la chanson. Et donc, du coup, l'innovation n'est pas forcément la stratégie de différenciation qu'il faut avoir. L'agilité n'est pas une stratégie de différenciation. L'agilité est aujourd'hui un prérequis organisationnel dans le monde dans lequel nous vivons en termes de complexité. Si vous choisissez une innovation comme stratégie de différenciation, je vous conseillerais pour commencer une innovation de business model. Et dans l'innovation de business model, aujourd'hui, on a un fort côté d'agilité parce qu'en fait, une fois que vous allez trouver votre business model, il faudra trouver ce fameux business model scalable et itérable, donc scratchable, hein, il doit être répétable et scalable. Et pour avoir cette agilité d'itération rapide, il faut que vous ayez une organisation qui ait la capacité de le faire à une vitesse extraordinaire. Donc, vous devez être agilement structuré. C'est-à-dire que vous devez avoir des process, un workflow écrit dans le marbre qui intègre l'agilité dans votre ADN. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je sais. Eh bien, écoute, la session est terminée. Donc, merci beaucoup, Karim, pour ce retour d'expérience vraiment très riche. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est parmi les conseils que tu nous as proposés, c'est d'oser. Et c'est vrai que oser permet d'ouvrir les perspectives. Moi-même, j'ai souvent osé. Et c'est en osant, on prend un risque, mais finalement, ça ouvre aussi des opportunités. Et tu as partagé quelque chose qui fait écho au retour d'expérience précédent, c'est le droit d'être porté par un rêve. Et c'est également ce que nous partageait Jawad Hallel, au travers que c'était un grand rêveur. Et finalement, n'est-ce pas finalement la clé du succès de rêver et d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Merci encore, Karim, pour ce retour d'expérience. Merci pour toi. Je t'offre le mot de la fin. Merci encore Farida. Merci à tous, merci aux participants, merci pour les questions, merci d'avoir connu Rachida. Beaucoup de succès à Agile Algeria. J'espère que la communauté pourra se croiser physiquement à Alger. Oui, osez, n'ayez pas peur. L'agilité, la complexité, c'est la norme. Donc il faut se battre et aller de l'avant. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience. Merci et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, beaucoup, beaucoup de compliments et de remerciements de la part des participants pour la qualité et de ton retour d'expérience. Merci encore. Au revoir à tous. Salut.